Je m'appelle Camille. J'y ai 30 ans. À l'enterrement de mon mari, ma belle-mère a giflé mon fils de 6 ans, Léo, et elle a traité de déchet. Puis elle m'a regardé et a dit, prends-le et fiche le camp de cette maison. Cette maison n'est pas pour les gens de ton milieu. Je suis resté là, sous le choc, le tenant pendant qu'il pleurait dans mes bras. Mais ensuite, j'y ai essuyé mes larmes et j'y ai passé un appel. J'y ai besoin que vous veniez. Il est temps. Et 2 heures plus tard, il me suppliait. Le ciel semblait plus lourd que des habitudes ce jour-là. De sombres nuages couvraient tout le cimetière du Père-Lachaise à Paris. L'air était froid, silencieux. Les gens se tenaient autour de nous, vêtus de noir, certains chuchotant doucement, des autres observant simplement. Je me tenais là, près de la tombe de mon mari, Julien, serrant fort la petite main de mon fils. Le prêtre parlait, récitant des prières, des mots sur la paix, sur la fin des choses, mais je n'arrivais rien à entendre clairement. Mon esprit était ailleurs, essayant encore de comprendre comment tout avait pu s'arrêter si soudainement. Il y a quelques jours à peine, il était assis à côté de moi sur la terrasse de notre café parisien préféré, souriant, parlant de petites choses, jouant avec notre fils. Et maintenant, je les regardais le descendre en terre. Mes doigts se sont resserrés autour de la main de mon fils alors qu'il levait les yeux vers moi, confus, perdu. « Maman, murmura-t-il. Pourquoi ils mettent papa là-dedans ? » Ma poitrine s'est serrée. Je me suis agenouillé et je l'ai pris dans mes bras. « Papa se repose », ai-je dit doucement. Même si prononcer ces mots me brisait le cœur. Je voulais rentrer à la maison, a-t-il dit, et les larmes ont rempli mes yeux, mais je les ai essuyées rapidement. Je devais rester forte pour lui, car maintenant, j'y étais tout ce qui lui restait. La terre humide a lentement recouvert le cercueil. Chaque son ressemblait à quelque chose qui se fermait pour toujours. Quand ce fut terminé, les gens ont commencé à partir un par un. Certains sont venus vers moi, disant des choses comme « Reste forte. Il est dans un monde meilleur. » Mais leurs mots sonnaient creux. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas la force. Pendant un instant, j'y ai regardé en direction de ma belle famille. Ils se tenaient à une certaine distance, près du caveau familial, observant simplement. Ma belle-mère pleurait de temps en temps, mais quelque chose dans son attitude ne semblait pas sincère. Mon beau-père restait immobile, sans expression, et le reste de cette famille bourgeoise était juste silencieux, glacial. Et à ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Ils ne m'ont jamais accepté. Pas depuis le début. Peu importe mes efforts, ce n'était jamais assez pour eux. Et mon fils, ils ne l'ont jamais vraiment accepté non plus. Même maintenant, debout devant la tombe de leur propre fils, ils semblaient distants. Une peur étrange s'est installée dans mon cœur. Comment vais-je vivre avec eux maintenant ? Cette question est restée gravée dans mon esprit. Après un certain temps, nous sommes tous montés dans les voitures. Personne n'a parlé pendant le trajet vers leur grand manoir en banlieue chic. Le silence était lourd, inconfortable. Mon fils était assis tranquillement à côté de moi, me tenant la main. Quand nous sommes arrivés au domaine, les lourdes grilles en fer forgé se sont ouvertes lentement. Nous sommes tous entrés ensemble, les parents, les invités de la haute société, ma belle famille. Au moment où nous avons franchi la porte, des gens étaient déjà rassemblés dans l'immense salon de réception, assis, chuchotant, attendant. À notre entrée, tous les regards se sont tournés vers nous, et la pièce est devenue silencieuse. Je pouvais à nouveau ressentir cette sensation étrange. J'y ai jeté un coup d'œil à mes beaux-parents. Il n'était que à quelques pas devant moi, marchant à l'intérieur comme si de rien n'était. Pas de larmes, pas d'émotion. Leur visage froid, illisible. J'y ai essayé de l'ignorer. Ce n'est pas le moment, me suis-je dit. J'y avais juste besoin de surmonter cette journée. Mon fils a lentement regardé autour de lui. Puis ses yeux se sont arrêtés sur quelque chose, une photo. C'était le portrait de mon mari, posé sur une table en acajou décorée de couronnes de fleurs. Il a marché lentement vers elle. Je ne l'ai pas arrêté. Il est resté debout devant la photo, la regardant en silence. Puis il a tendu sa petite main et elle a prise. « Papa » murmura-t-il doucement. Mon cœur a recommencé à faire mal, mais avant que je puisse bouger, le cadre a glissé de sa main et est tombé. Fracas. Le verre s'est brisé sur le parquet ancien. Le son a résonné dans toute la pièce. Tout est devenu silencieux.
Mon fils a reculé, choqué, effrayé, les yeux remplis de larmes. Pardon, a-t-il dit doucement. Et puis, clac. Le bruit de la gifle a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre. Son petit visage a tourné sur le côté. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. Je n'arrivais plus à respirer. J'y ai lentement levé les yeux et je l'ai vu. Ma belle-mère, debout devant lui, le visage déformé par la colère. Mon fils tenait sa joue, les larmes coulant sur son visage, et toute la pièce est restée figée. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Pendant une seconde, je n'ai même pas pu respirer. Puis, soudain, quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis précipité vers lui, je l'ai serré dans mes bras. Ça va, mon chéri, ça va, ai-je murmuré. Même si ma propre voix tremblait, j'y ai regardé son visage. Cette petite marque rouge sur sa joue a brûlé mon cœur. Lentement, j'y ai levé les yeux et je l'ai regardé. Pourquoi l'avez-vous giflé? Ai-je demandé, la voix basse, mais tremblante. Ce n'est qu'un enfant. Elle n'a pas hésité, elle n'a ressenti aucune culpabilité, elle n'a même pas détourné le regard. C'est un déchet, a-t-elle dit froidement. Pendant une seconde, j'y ai cru avoir mal entendu. Quoi? Ai-je murmuré. Il a ruiné la vie de mon fils, a-t-elle continué, sa voix tranchante, dure, ma prise se resserrant autour de mon enfant. Comment pouvez-vous dire ça? Ai-je dit, les larmes aux yeux. C'est votre petit-fils. Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix s'est élevée. Elle a raison. Je me suis retourné. Ma belle-sœur s'est avancée, les bras croisés, le visage plein d'arrogance. Tu n'as apporté que de la malchance, a-t-elle dit. Mon cœur a sombré encore plus bas. J'y ai toujours su que cela arriverait, a-t-elle poursuivi. Dès l'instant où tu as mis les pieds dans ce domaine, tout a commencé à s'effondrer. Les larmes coulaient sur mon visage. Je vous faisais confiance, ai-je dit doucement. Je pensais que nous étions une famille. Elle a ri, un rire froid et moqueur. Une famille, a-t-elle dit. Elle n'insulte pas ce mot. La pièce s'est remplie de murmures. Les gens ont commencé à chuchoter, à observer, appréciant le spectacle. Et puis mon beau-père s'est avancé. Sa présence a rendu la pièce encore plus silencieuse. Oh, je vous en prie, a-t-il dit, la voix calme, mais pleine de mépris. Nous avons fait une grave erreur en t'acceptant dans cette maison. Chaque mot frappait comme une lame. Nous ne pouvons pas accepter une petite provinciale de la classe moyenne dans notre lignée. Quelques personnes dans la pièce ont commencé à rire doucement. Je suis resté là, figé, tenant mon fils en larmes, humilié devant tout le monde. Mon fils a enfoui son visage dans ma poitrine. Maman, pardon, a-t-il murmuré. Cela m'a complètement brisé. Non, non, ce n'est pas de ta faute, ai-je dit rapidement, les larmes coulant de manière incontrôlable maintenant. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué. Insultes, accusations, mots froids. Tu n'as rien apporté ici. Tu n'as jamais été l'une des nôtres. Toi et ton fils n'êtes qu'un fardeau. Les minutes passaient, mais elles semblaient des heures. Personne ne m'a défendu. Personne n'a pris la parole pour nous. Ils ont juste regardé et ri. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé. Mais lentement, cette douleur a commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de plus froid, de plus fort. J'y ai essuyé mes larmes soigneusement, lentement. Et pour la première fois, je les ai regardées sans peur, sans supplier, juste calme. Vous avez terminé? Ai-je demandé doucement. Ils se sont arrêtés, surpris. Ma belle-mère m'a regardé avec colère. Fais tes valises, a-t-elle dit. Quitte cette maison. Mon beau-père a ajouté, il n'y a pas de place pour les mendiants ici. Le silence a de nouveau rempli la pièce. J'y ai regardé chaque visage, chaque personne qui se tenait là à observer mon humiliation. Puis j'y ai regardé mon fils, s'agrippant toujours à moi, pleurant encore. J'y ai pris une grande inspiration. Très bien, ai-je dit, ma voix calme, plus forte qu'avant. Pendant une seconde, ils ont semblé confus. Peut-être s'attendaient-ils à ce que je supplie, que je pleure, que je me dispute. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'y ai lentement mis la main dans ma poche, sorti mon téléphone et composé un numéro. La pièce est restée silencieuse.
Il m'observait, confus, agacé. J'y ai porté le téléphone à mon oreille. Allô, ai-je dit doucement, j'y ai fait une pause un instant, puis j'y ai ajouté, j'y ai besoin que vous veniez. Il est temps. J'y ai mis fin à l'appel et je les ai regardés à nouveau. Cette fois, mes yeux n'avaient plus de larmes, seulement autre chose, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Et dans les 2 heures qui allaient suivre, tout ce en quoi ils croyaient était sur le point de s'effondrer. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Tout le monde me regardait encore, confus, agacé, certains même amusés. Ma belle-mère a croisé les bras et a demandé froidement, « Qui as-tu appelé ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, serrant mon fils contre moi. Les minutes ont passé et les chuchotements ont lentement repris. Elle a peut-être appelé quelqu'un à l'aide. Qui viendrait même pour elle? Quelques personnes ont ri doucement. Mon beau-père a secoué la tête et a dit, « C'est pathétique. Fais simplement tes valises et pars. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. J'y ai juste attendu. Le temps s'est écoulé lentement, 1 heure. La tension dans la pièce a commencé à changer. Ma belle-mère semblait irritée maintenant. Ce drame devient ennuyeux, a-t-elle dit. Et puis, la grande double porte s'est ouverte et tout le monde s'est retourné. 2 hommes sont entrés. L'un d'eux tenait un dossier. L'autre regardait autour de lui calmement, avec une allure de professionnel sérieux. Ils n'ont salué personne, et n'ont pas hésité. Ils ont marché directement au centre de la pièce. « Qui êtes-vous » a demandé mon beau-père d'un ton sec. L'homme avec les dossiers, un notaire parisien, a parlé calmement. « Nous sommes ici concernant le testament de monsieur Julien. » Le silence a envahi la pièce. Mes beaux-parents se sont regardés. « Nous savons déjà tout » a déclaré mon beau-père avec confiance. Le notaire a légèrement hoché la tête. Puis, « Je vous suggère d'écouter attentivement » a-t-il répondu. Quelque chose dans le ton de sa voix a rendu la pièce mal à l'aise. Il a ouvert le dossier et a commencé à lire. Selon le testament légal, sa voix était calme et claire. Tous les biens mobiliers et immobiliers. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Toutes les parts de l'entreprise. L'expression de ma belle-sœur a changé. Tous les comptes financiers ont été transférés dans leur intégralité. Il a fait une pause, à son fils. Silence. Un silence complet. Pendant un instant, personne n'a réagi, comme si les mots n'avaient pas été assimilés. Puis soudain, « Quoi ?» a explosé mon beau-père. « C'est impossible. Il doit y avoir une erreur » a ajouté ma belle-sœur. Ma belle-mère s'est avancée et a exigé, « Quand cela a-t-il été fait ?» Le notaire a calmement tourné une page. 1 mois avant son décès. Leurs visages ont changé, confusion, choc, terreur. Nous n'étions pas au courant, a dit mon beau-père précipitamment. L'homme a regardé et a répondu, c'est parce que cela a été gardé confidentiel. Ma belle-mère s'est tournée vers moi. Tu étais au courant? A-t-elle demandé, la voix tremblant légèrement maintenant. J'y ai fait un pas en avant. Oui, ai-je dit doucement. La pièce s'est de nouveau figée. Des larmes ont lentement rempli mes yeux, mais cette fois je n'avais pas l'air faible. Je les ai regardés droit dans les yeux. Votre fils savait tout, ai-je dit. Leurs expressions se sont durcies. Il savait comment vous voliez de l'argent de son entreprise. Silence. Il savait comment vous le donniez secrètement à vos autres enfants. Le visage de ma belle-sœur a pâli. Il savait que vous ne l'aimiez pas. Vous n'aimiez que son argent. Ma voix s'est légèrement brisée. Personne n'a parlé. Et il savait que s'il lui arrivait quelque chose, j'y ai baissé les yeux vers mon fils, vous feriez exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Des larmes coulaient sur mon visage. Alors, il nous a protégés. Ma voix s'est adoucie. 1 mois avant sa mort, il a tout légué à son fils et m'a nommé, j'y ai fait une pause, sa tutrice légale. La vérité s'est abattue sur la pièce comme une tempête. Ma belle-mère a reculé. Non, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas possible. Mon beau-père avait l'air complètement bouleversé. Tu mens, a-t-il dit faiblement. J'y ai secoué lentement la tête et j'y ai regardé directement vers elle, vers cette même femme qui avait giflé mon enfant. J'y ai dit calmement, vous venez de gifler le propriétaire. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quoi auparavant. Personne ne riait maintenant.
Personne ne chuchotait, juste le silence, lourd et douloureux. Les yeux de ma belle-mère se sont remplis de peur. Ma belle-sœur a baissé les yeux, incapable de parler. Mon beau-père est resté figé. Et puis ça a commencé. Attends, nous ne voulions pas dire. Tu as mal compris. Nous étions juste bouleversés. Leurs voix sont passées de l'arrogance au désespoir. Ils se sont approchés, suppliant, et s'excusant. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas réagi. J'y ai juste tenu la main de mon fils. Ce même enfant qu'ils avaient traité de déchet. Ce même enfant qu'ils avaient giflé. Je les ai regardés une dernière fois et j'y ai dit doucement, maintenant, j'y ai fait une pause puis j'y ai terminé, sortez. Silence à nouveau. Pas de colère, pas de cri, juste un mot. Et cette fois, il n'avait plus aucun pouvoir. Quelques jours plus tard, tout a été légalement transféré. Le grand manoir, l'entreprise, tout. Ils étaient partis. Et pour la première fois, cette maison semblait différente. Paisible. Sûre. Je me suis assise à côté de mon fils, en le serrant contre moi. Tu es en sécurité maintenant, ai-je murmuré. Il m'a regardé, toujours innocent, toujours pur, et j'y ai souri doucement car maintenant, plus personne ne pourrait lui faire de mal. Il l'avait traité de déchet, mais il ne savait pas qu'il possédait tout.